Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de notre lecture du livre de Franck Tillier, Train d'enfer pour Ange Rouge. Nous nous étions arrêtés lorsque le commissaire Charcot donc, a reçu une lettre du tueur et qu'il essayait de faire analyser par son collègue. Sans plus tarder, c'est parti. Mon grand-père avait achevé sa carrière de mineur en tant que porion-chef à la fosse 13 de Loup-Sangoël. De Galibot, il était devenu gueule noire, puis boiseur, rouleur, raccommodeux, porion et donc porion-chef. En général, les boyaux de charbon vous emprisonnaient pour la bonne moitié de votre vie, et si le baiser mortel du grisou vous avait épargné, la silicose, elle, vous laissait sur le carreau. Vous naissiez au fond, vous mouriez au fond. Vos enfants mouraient au fond, dans la gueule du monstre. Sauf mon grand-père. 15 années lui avaient suffi pour gravir les échelons de la hiérarchie et jamais, de toute sa vie, il ne sollicita la chance ou le hasard. Cet arpenteur de coron connaissait les dates anniversaires de tous ses responsables hiérarchiques, les prénoms de leurs femmes, de leurs enfants et aussi la couleur de leurs chiens. Il s'arrangeait pour rencontrer les épouses dans les boulangeries, les estaminets, les blanchisseries, afin d'y vanter les qualités et mérites de leurs maris et leurs incroyables aptitudes à diriger les troupes. Aux grandes occasions, même dans les temps les plus durs où le pain et la soupe manquaient, il n'oubliait jamais d'envoyer aux personnes plus riches que lui une bouteille de genièvre. Ainsi, même au travers des reflets translucides et enivrants de l'alcool blanc, ses chefs inconsciemment remerciaient ce visage qui leur procurait le plaisir de l'oubli. Il appelait cela la technique du sacrifice rentable et me répétait souvent « Si tu éveilles en celui à qui tu parles la flamme qui fait briller ses yeux, ce petit quelque chose qui fait vibrer son cœur, alors tu en feras l'un de tes plus chers alliés. Tu n'auras plus 2 bras ni 2 jambes, mais 4, parce qu'il sera toujours à tes côtés quand tu auras besoin de lui. » Plus de 500 personnes assistèrent à son enterrement lorsqu'un cancer généralisé l'emporta en 1978. Contrairement à lui, je n'avais pas utilisé la technique du sacrifice rentable pour gravir les échelons. Par contre, je l'employais à tour de bras pour m'entourer des gens qu'il fallait, au moment où il le fallait. Richard Kelly, le juge chargé de l'instruction, avait un penchant tout particulier pour les grands chocolats. Une fine gueule comme il n'en existe qu'une dizaine dans le monde. Si son bureau demeurait aussi impeccable et stérile que l'intérieur d'une morgue, on voyait toujours traîner dans un coin une plaque entamée de Jivara, Manjari ou Caraïbes, bijoux de cacao commandés directement au chocolatier de renom comme s'il s'agissait de purs diamants. Je m'étais donc muni de Guanara, aux fèves de cacao d'Amérique du Sud, l'un de ses préférés. Je vis avec amusement sa pomme d'Adam bondir quand je posais le trésor en barre sur son bureau. Je devais jouer serré. Il s'agissait de le convaincre de mettre à la poubelle ce connard de Thornton, ombre de psychologue, pas fichu de faire le profil psychologique d'un poulpe. À l'origine, Thornton exerçait dans un cabinet indépendant. Un sacré beau gosse pour ses 40 ans, une plastique d'Apollon aux yeux de biche. Il s'était envoyé tellement de patientes sur le fauteuil de son cabinet qu'il aurait pu recevoir le prix du meilleur étalon au Hôte d'Or. Sa clientèle se renflouait sans cesse, de plus en plus dévêtue, de moins en moins malade, et ses successeurs avaient dû retrouver des petites culottes jusque sous les coussins de son canapé en cuir. Puis, Thornton, apparemment lassé de la routine du sexe facile, ou l'âge l'ayant rendu moins vigoureux, avait fait jouer l'influence de papa pour nous faire profiter de ses talents d'analyste. Il interrogeait les témoins, les criminels, en tirait des conclusions qui auraient fait sourire les statues de l'île de Pâques. Ce crétin à nœud papillon confondrait un terroriste afghan avec une Buster, m'avait balancé Bambi, le patron des mœurs, la première fois qu'il l'avait rencontré, il y avait très longtemps, quand il était très en colère. L'écarter du circuit restait une affaire délicate, puisque le dit connard à nœud papillon n'était rien moins que le fils du procureur de la République. Avec Richard Kelly, nous parlâmes un instant de chocolat, puis tout naturellement des premiers éléments de l'enquête. Je lui exposai avec concision les réflexions de Sibirskaï et moi-même sur le caractère peu commun du tueur, sur l'importance apportée aux détails de la mise en scène. Enfin, surtout, je soulignai la totale inexpérience de Thornton dans le domaine du crime à caractère sadique, et d'ailleurs dans le domaine du crime tout court. Je voulais aller au devant des faits, anticiper les gestes du tueur, agir en amont et non plus en aval, et pour y parvenir, j'avais besoin d'alliés plutôt que, je pesais mes mots, de boulets à traîner. Je lui demandai donc de placer sur le dossier Elizabeth Williams, expert judiciaire auprès de la Cour d'appel de Paris et psychocriminologue. Il m'envoya une grimace comme je n'en avais jamais vu, un chef-d'œuvre sur la langue, mais après 2 heures de lutte acharnée, lâcha le morceau lorsqu'il goba un carré de Guanara. « Je laisse quand même Thornton sous le coup, insista-t-il.
On ne peut pas l'évincer comme ça, d'un claquement de doigts, surtout pour le remplacer par un profiler. Pas profiler, psychocriminologue. Et c'est pareil, j'espère que vous me donnerez raison de vous avoir fait confiance et que vous ne me ferez pas perdre mon temps. Je n'avais jamais eu l'occasion de travailler avec un spécialiste du comportement humain. Un vrai, je veux dire, un Danton à la puissance 100. Les conférences qu'Elizabeth Williams dispensait à l'université Paris 2 étaient empreintes de magie. Par la force des mots, la pertinence de l'analyste et la rigueur de ses démonstrations, cette spécialiste nous transportait au devant du tueur, dans les méandres tortueux de son esprit. J'avais décortiqué tous ses livres, sa thèse sur les maladies mentales du criminel, l'avalanche d'articles qu'elle publiait dans la Revue internationale de police scientifique et judiciaire. Je vois une passion sans limite à ses propos, sa prestance, dans l'anonymat ingrat de l'élève niché au fond de la salle de cours, timide et attentif. Et je rêvais d'appliquer ces grandes idées sur une affaire criminelle d'envergure. Or là, dans cette enquête, j'avais l'intuition d'avoir face à moi un type nouveau de tueur, un animal intelligent, raffiné et démoniaque, maître de ses émotions, décideur universel du destin de ses victimes. Une araignée repliée dans un coin de sa toile, chargée de poison jaillissant dès que vibrerait l'un des fils de soie. J'eus honte de penser que, de l'autre côté de la frontière du bien, dans l'ombre rouge d'une bête à sabots et à cornes, se dissimulait peut-être le genre de tueur que l'on attend toute une carrière à la crime. Affirmer que mon métier ne me plaisait pas serait le pire des mensonges. Je l'aimais autant et peut-être plus que ma femme. Ce quotidien tapissé de brouillards de sang, d'éclairs de métal découpant tendons et nerfs, grattant la chair jusqu'à l'os, ces âmes sombres et mystérieuses tourbillonnant dans des pièces ensanglantées constituaient la moelle profonde de ma vie. Même aux côtés de Suzanne, j'avais pour loisir des lectures sur les tueurs en série, des visites au musée de la criminologie et des films à suspense, ceux dans lesquels l'assassin brille par son machiavélisme. Quand on franchit les portes de la crime, on oublie d'être humain. On devient des dead alive, des esclaves condamnés à combattre ce qui ne meurt pas ou renaît de ses cendres. On erre entre deux mondes, entre le commun et l'irréel, entre la chaleur d'un sourire et la pire noirceur terrée en chacun des esprits qui peuplent ces terres. Je songeais à tout cela et commençais à regretter ce que j'étais devenu. Le manque de l'être aimé me brûlait intérieurement comme l'alcool que l'on jette dans le ventre des flammes pour les faire rejaillir plus fort encore. Je palpais l'air devant moi et y dessinais des courbes nues. Je m'enivrais d'un parfum qui n'existait plus. Je percevais des murmures fragiles qui s'évaporaient dès que je tendais l'oreille. Ce matin-là, je redevins, le temps d'une pensée, un homme comme les autres. Le flic n'était pas loin, il me guettait, l'arme au poing, affamé de traque et de poursuite. Je l'aimais autant que je le haïssais. Reverrai-je un jour le temps de sourire de ma femme ? Mon portable avait cette incroyable faculté de sonner au mauvais moment de sa petite sonnerie stridente. D'ordinaire, je l'éteignais chaque fois que je mettais, et Dieu seul sait si ces instants faisaient office d'exception, mon travail de côté. Mais à chaque fois qu'un tueur entrait dans ma vie par la grande porte, je laissais le cellulaire à l'affût d'un appel en permanence, le gardais contre moi comme un fidèle compagnon. Suzanne avait appris à le détester. S'il vous prenait l'extravagante et ô combien courageuse envie de braquer les caisses d'un restaurant, mieux vaudrait éviter le verre galant. Cette bonne table, à 2 pas du 36, fourmille d'inspecteurs en civil, de commissaires, d'officiers de police et de flics en tout genre, accompagnés la plupart du temps de leur épouse. Une concentration de Colt, Smith & Wesson et Beretta au mètre carré à rendre jaloux un Pablo Escobar. Je me levai de table, m'excusai auprès de Thomas, mon roi en informatique, avant de décrocher. La voix enflammée de Dead Alive embrasa mon combiné. « On tient du solide, commissaire Charcot. Écoutez-moi bien. L'eau présente dans l'estomac de la femme nous a révélé des choses intéressantes. Tout d'abord, les types du labo y ont découvert des molécules à 40 carbone et de l'acide ocadaïque. Ces molécules sont produites par la Dinophyse acuta, une espèce d'algue microscopique qui se développe dans les eaux stagnantes. Plus aucune trace de l'algue est même probablement décomposée par manque d'apport en matière organique et en ensoleillement. Je posais une main sur mon oreille gauche pour m'isoler du bruit ambiant et demandais « De quel type d'eau s'agit-il ? Eau de mer, eau douce, marécage ?» Eau de pluie en témoigne la présence d'oxyde d'azote. Donc de l'eau de pluie en flaque ou en courte étendue, combien de temps faut-il à l'algue pour se développer ? 3 à 4 jours, au vu de la prolifération hallucinante de bactéries dont je vous épargnerai les noms, le chimiste suppose que l'eau est restée plusieurs semaines dans un récipient hermétique, genre bocal, avant de se retrouver dans l'estomac. Si je comprends bien, l'eau aurait été prélevée dans une flaque il y a un sacré paquet de jours, puis conservée consciencieusement pour être administrée à la victime ?
Je fis signe au serveur de nous apporter l'apéritif d'un roulement de main tout en gardant une oreille satellite plaquée contre le portable. Exactement. Ce n'est pas fini. Deuxième point, nous avons détecté dans l'eau une quantité importante de silicate d'alumine filiteux, autrement dit, du granit rose dissous. J'ai déjà fait une partie de votre boulot en interrogeant Frédéric Foulon, un expert en minéraux. Il affirme qu'une telle concentration granitique ne peut pas s'obtenir de façon naturelle par un processus normal d'érosion. Le granit ne vient pas de l'écoulement d'une rivière ou du simple ruissellement d'eau de pluie sur des parois granitiques. La cause est ailleurs. Et il vous a donné des pistes, cet expert ? Deux solutions. Ou le tueur a dissous le granit lui-même, ou le granit se trouvait déjà dans l'eau quand il l'a collecté. Dans ce dernier cas, il est très probable que la roche se soit déposée dans une flaque sous forme de poussière. Un lieu où l'on travaillerait le granit rose, comme une entreprise ? Oui, mais œuvrant à l'extérieur dans un endroit propice à la rétention d'eau de pluie et au développement d'algues. Comme une carrière par exemple. Le problème, c'est que des carrières de granit rose, il en existe un sacré paquet. En Bretagne bien sûr, en Alsace au niveau de la faille d'effondrement dans les Alpes, les Pyrénées et autres massifs montagneux. Sans oublier qu'il pourrait aussi s'agir de l'artisan qui construit ses pierres tombales dans un coin de son jardin, avec des blocs de granit importés. Et alors ça compliquerait franchement votre affaire. Bon courage commissaire, tenez-moi au courant. Sa voix disparut derrière le déclic du téléphone. Posant le cellulaire sur la table, je sortis un carnet de ma veste pour noter les points clés de notre conversation. Du nouveau, dirait-on, s'intéressa Serpetti en buvant une gorgée de martini rose. Je m'assis et m'hydratai d'une bière pression, une lèvre brune. En effet, ce que m'a dit le légiste est bluffant, absolument bluffant. Je me passai une main à l'arrière du crâne jusqu'au front. Il l'a forcé à avaler cette eau croupissante. À quoi cela peut-il bien rimer ? De quoi parles-tu ? C'est quoi cette histoire d'eau ? Je préfère ne pas t'en dire plus, Thomas, ne m'en veux pas. Serpetti bascula la tête vers l'arrière et s'envoya une double gorgée d'alcool italien avant de jeter « La science m'impressionnera toujours. Je n'aimerais pas être un assassin de nos jours. Avec vos techniques, le type ne peut même plus péter tranquillement sur le lieu du crime parce que vous seriez capable de récupérer les molécules du paix, d'en déduire l'âge et la couleur du tueur et de dire qui c'est qu'il avait mangé avant de commettre le crime. » Ayant liquidé le reste de son verre, Thomas reprit « Bien, cessons de plaisanter. L'appel de ton légiste m'a coupé dans ma lancée. Je confirme, un cryptage est caché à l'intérieur de la photo, mais avec ta bécane, on ne peut rien en tirer. C'est un veau, il lui faudrait des mois avant de reconstituer le message original. Les ingénieurs du safety sont sur le coup, hein ? Oui, ils planchent sur le courrier électronique et la photo depuis ce matin. Ils disposent de machines de la taille d'un meuble, enfermées dans une salle réfrigérée. Ça devrait aller beaucoup plus vite, en espérant que cela nous conduise quelque part. Je te l'ai dit, le processus de déchiffrement risque d'être très long. La puissance des processeurs fera gagner du temps, certes, mais je crains que nous n'obtenions pas la réponse avant une semaine ou deux. Nous verrons bien. De toute façon, nous n'avons pas d'autre piste pour le moment que cette image. Il faut être fortiche en informatique pour faire ça. Pour chiffrer ou déchiffrer ? Tu parles, un enfant de 8 ans pourrait le faire, comme envoyer des mails. Une éclipse d'anxiété chassa le sourire de Thomas. La mère de la femme assassinée a reçu la lettre ? Malheureusement, l'assassin avait glissé directement sous la porte au cours de la nuit. La mère a été emmenée en cellule psychologique à l'hôpital de la Pitié. Elle essaie de se suicider à coups de Temesta. Après avoir quitté Thomas, je musais les neurones à comprendre le pourquoi de la signature chimique dans l'estomac de Martine Prieur. Le lieutenant Sibersky avait sans doute raison. L'assassin cherchait peut-être à nous défier, nous, les policiers, les criminologues, les biologistes et psychologues. Peut-être souhaitait-il que nous entrions dans un jeu pour mieux nous observer, nous juger, nous jauger comme des rats de laboratoire. Peut-être allions-nous devenir les cobayes de ces sordides expérimentations ? Pour aller jusqu'à lui, je ne voyais qu'une solution. Retrouver le lieu originel de cette eau. Un vivarium aseptisé. Voilà à quoi me faisaient penser les locaux de la police scientifique et technique qui s'étiraient sur le quai de l'horloge. S'y mouvaient les espèces les plus rares et omniscientes d'Homo sapiens masqués, lunettes gantées, décapées, eau désinfectant. En cet endroit hivernal se côtoyait une bonne partie des termes en J du dictionnaire. Biologie, toxicologie, morphologie, anthropologie et autres. Sur les écrans des ordinateurs constamment allumés circulaient des signatures vocales numérisées, des enchevêtrements violacés de filigrane, des tortuosités digitales, des visages virtuels à rapiécer de réels, avec des nez, des yeux, des bouches qui se superposaient tour à tour pour former des combinaisons de faciès.
Une batterie technologique à la recherche de l'invisible, à la conquête du rien qui contient le tout. Thierry Dussolier, responsable du service de dactyloscopie, passa me chercher à l'accueil. À l'identique de ses clones, il portait une blouse en coton trop longue et qui volait derrière lui comme une cape. « Suivez-moi, commissaire !» Qu'a donné l'analyse de la lettre envoyée par l'assassin ? Rien du tout, répondit l'ingénieur. Le SDA, autrement dit l'Electrostatic Document Analyzer, n'a révélé aucune impression involontaire. L'échec de ce côté-là. Au détour d'un dédale de couloir, l'ingénieur et moi-même pénétrâmes dans une pièce sans fenêtre, aménagée comme une chambre coquette. Lit en pin, cadre sur les murs, lampe de chevet, romans éparpillés sur une petite commode, téléviseur et chaîne hi-fi. Je me retrouvais face au mobilier de Martine Prieur, déplacé, consigné et agencé de la même façon, pour reconstituer, en laboratoire, l'environnement du crime. L'ingénieur ferma la porte et nous plongea dans une obscurité d'attente, de celles qui font saliver. « Allons-y, commissaire !» Une lumière noire de Wood aux dominantes violacées gicla du plafond. L'invisible apparut, se grava sur mes rétines. Des centaines d'empreintes digitales, essemées aléatoirement sur les meubles telles des pattes de chat et blanchies au cyanocrylate, dansaient dans un balai luminescent. Cette pièce dévoilait des histoires secrètes, des emballés nocturnes mis à jour comme une violence de plus perpétrée sur la femme. Mais sous la nuée des étoiles digitales se cachait peut-être un astre particulier, plus sombre que les autres, un magma de crête, de bifurcation d'îlots, de lacs constituant l'empreinte de l'assassin. Le scientifique m'exposa les éléments principaux accompagnés d'une riche gestuelle. L'assassin portait des gants en latex poudrés puisqu'on a relevé des traces de lactose sur les bords du lit, de la commode et, vous verrez dans un instant. À quoi sert cette poudre ? L'amidon, le carbonate de calcium ou le lactose à l'intérieur des gants facilite leur enfilage et accroît l'adhérence des doigts au latex. Lorsqu'on les enlève et les remet plusieurs fois, de la poudre se dépose sur la surface extérieure des gants. D'où les traces. Ces modèles sont-ils répandus ? Dans les domaines pointus comme la chirurgie. On se les procure en pharmacie, mais il faut en faire la demande exclusive parce que, par défaut, le pharmacien donne des gants non poudrés. Le planétarium des empreintes offrait un spectacle de nuit d'été. Les désignant, je m'enquis. En avez-vous relevé d'autres que celles de Prieur ? Non, par contre, nous avons quelque chose de très intéressant. Je me rapprochai de lui, pupille dilatée, respiration courte. Observez ce tableau-ci. Il me désigna le poster d'un phare fouetté par une mère déchaînée, plaqué derrière une vitre vierge de toute marque digitale. On dirait de la poudre, du lactose. Effectivement, lorsque vous accrochez un tableau, vous le tenez forcément à un moment donné par les bords. Si vous regardez attentivement, on retrouve des traces de lactose sur les bords supérieurs gauche et droit. Et que voit-on sur les autres vitres autour de vous ? Je me tournai en direction des deux autres tableaux, mouchetés d'îlots digitaux dans leurs angles. Sur le sous-verre du phare, aucune empreinte, juste les résidus de lactose. Par contre, sur les autres, des tonnes d'empreintes, celles de Prieur, mais pas de lactose. Cela voudrait dire... Nous avons relevé la présence d'alcool, de l'isopropyl sur la vitre. Elle a donc été nettoyée avant d'être accrochée. De plus, des techniciens sont retournés sur les lieux du crime. Le clou soutenant ce cadre était planté de biais, contrairement aux autres. Taille et matière différentes aussi. Donc, planté par quelqu'un d'autre que Prieur ? Oui, on peut clairement avancer que ce tableau a été accroché par l'assassin. La lumière noire rendait les yeux bleus de Dussolier étrangement lumineux, presque transparents comme ceux d'un lapin éclairé par des phares. De son corps, habillé de blanc, radiait une aura vive, luminescente. Je tirai une première conclusion qui, au vu des découvertes, coulait de source. L'assassin aurait apporté lui-même ce tableau. Il nous offre un autre indice. Pardon ? Je pense qu'il a choisi volontairement les gants poudrés afin de nous orienter par le biais des traces jusqu'à ce sous-verre. Pourquoi ne pas laisser un mot « j'ai apporté ça » s'il voulait réellement que nous nous en apercevions ? Parce qu'il nous teste, comme avec l'eau présente dans l'estomac. Il veut nous mener quelque part, évaluer à quelle vitesse nous progressons. Il nous jauge, dissèque des capacités d'analyse, d'organisation. Il est sacrément malin et possède une bonne connaissance de nos techniques d'investigation. Oh, vous extrapolez un peu, vous pensez que tous ces gestes sont volontaires alors qu'ils ne le sont peut-être pas. Et bien sûr que si. Pourquoi n'avons-nous pas retrouvé de lactose sur la victime ?
Il a enfilé ses gants spécialement pour le tableau, avant ou après son travail sur prieur, mais pas pendant. Vous avez raison. J'observais le poster et brutalement l'évidence me percuta de plein fouet. Dites-moi si je fais fausse route, mais ce phare est bien composé de granit rose, n'est-ce pas? L'ingénieur fit disparaître ses mains dans les poches de sa blouse. Avec les jeux de lumière, on aurait dit qu'elles avaient été coupées nettes, que seuls les poignets pendaient au bout de bras. À 100%, fit-il en hochant la tête. Ce n'est pas un phare, mais plus précisément un feu, construit entièrement en granit rose. Il se niche à Ploumanac, au fin fond de la Bretagne, sur la côte de granit rose, justement. Un endroit magnifique, un véritable havre de paix. Mais quel est le rapport? La lave du sang affluait sur mes joues. Dites-moi, vous qui connaissez ce coin, pourriez-vous me dire si on y trouve des carrières de granit? Oui, il y en a pas mal, notamment autour de Ploumanac. Vous savez, la Côte d'Armor est le berceau du granit. La plupart de nos pierres tombales viennent de là-bas, ou de Chine. Lorsque je sortis du laboratoire, je commençais tout juste à réaliser à quel point la scène de crime avait été réfléchie, tracée au papier millimétré. La parfaite corrélation de l'eau dans l'estomac et du poster avait pour but unique de me mener en Bretagne, à la recherche de quelque chose, ou de quelqu'un, dans une carrière de granit. Si tel était le cas, si je découvrais réellement des indices dans les Côtes d'Armor, alors se dressait devant moi une entité démoniaque à l'intelligence époustouflante. Je consignais dans un bref rapport les premières conclusions de l'enquête et le rangeais alors que la nuit déversait les étoiles sur le bureau de Leclerc. Après avoir empilé 2 costumes et des vêtements de rechange dans une valise que je calais à l'entrée du salon, je tirais de dessous le lit le ballast en liège sur lequel s'amarrait mon réseau ferroviaire. Une boucle simple en rail Rocco avec un tunnel et une gare, et posait délicatement Poupette sur son nouvel espace de liberté. Serpetti avait abandonné une notice gribouillée, indiquant le moyen de démarrer cette petite locomotive à la bouille sympathique. Avec une pipette, je remplis le réservoir d'eau et celui d'huile, allumai le brûleur d'origine, laissai la chaudière monter en pression avant de pousser la manette située dans la cabine. La magie s'opéra. Cylindres, pistons, bielles et manivelles s'activèrent dans un sifflement de vapeur. Poupette, la timide, se lança à l'assaut du rail, hésitante dans un premier temps, bien plus franchement au bout de quelques secondes. Elle crachotait de l'eau, sifflotait, fumait joyeusement. L'odeur des époques passées, des journées moites, montait dans la pièce comme un parfum à la fragrance de feu, d'humidité. Une odeur qui m'emporta, pour une fois, loin de ma vie, devenue noire comme le schiste. Au moment où je fermais les yeux, l'image de Suzanne m'apparut. Elle portait sa robe de mariée et me souriait. Fin de cette lecture. On en sait un petit peu plus sur le crime. On va se rendre en Bretagne, je pense, pour la suite de la lecture. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée, une bonne soirée ou une belle nuit si tel est le cas. À bientôt!